Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Baka Domelevo-Endfeldner, français né à Paris d'une mère française et d'un père togolais. Docteur en bioinformatique, Jean-Baka Domelevo-Endfeldner a rencontré sa femme roumaine en Afrique du Sud et vit à Nairobi au Kenya depuis 2017. Jean-Baka Domelevo-Endfeldner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous étiez encore à Paris hier soir et donc c'est un plaisir de vous avoir. Alors, je vais un petit peu expliquer pourquoi nous avions envie de vous inviter à notre émission. Nous parlerons évidemment de votre rapport à la Roumanie vers la fin de cette conversation, mais tout d'abord, j'aimerais en savoir davantage sur votre activité. Vous travaillez actuellement pour une organisation internationale de recherche en agriculture et développement, le International Livestock Research Institute, intégré au consortium CGIAR, le plus grand réseau d'innovation en matière d'agriculture au niveau mondial. Et vous y dirigez une petite équipe sur les données et méthodes de recherche. Alors, vous allez nous en dire davantage, si vous le voulez bien, sur votre travail et surtout, comment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous vous situez par rapport aux tensions qui gangrènent le secteur agricole depuis des années entre grosso modo l'agriculture intensive et celle qui se veut plus durable et écologique. Petit rappel, mercredi, il y a 3 jours, le Parlement européen a voté pour une politique agricole commune plus souple vis-à-vis des normes en matière de préservation de l'environnement. Cela afin de ménager les agriculteurs dont la plupart disent ne pas avoir les moyens de répondre à ces normes, au fameux Green Deal, au pacte vert. Alors, d'abord, un peu de précision sur votre travail et puis après on enchaîne sur l'agriculture. Oui, merci. D'abord, merci infiniment pour cette invitation qui me touche beaucoup. Alors, je travaille effectivement au sein d'un centre de recherche dont le but est vraiment d'aider les petits agriculteurs des pays du Sud global. Alors, nous travaillons essentiellement à améliorer l'agriculture, à améliorer les rendements, à aider les gens à améliorer leurs rendements, à améliorer les espèces qui sont utilisées, que ce soit pour le bétail, que ce soit pour le fourrage, et puis à lutter contre les maladies qui touchent les animaux, comme par exemple la fièvre porcine africaine qui, on le sait, fait des ravages aussi ici en Roumanie. Alors, disons que les modèles agriculturaux sont assez différents. Dans les pays du Sud, très souvent, nous avons des petites unités de production où, en fait, les gens font de l'agriculture non pas tellement pour exporter, de pour vendre, etc., mais c'est de la subsistance. C'est-à-dire que on a parfois un petit nombre de porcs dans l'arrière-cour, plus des volailles, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est très loin du modèle ultra-productiviste et ultra-consumériste aussi, qui existe dans les pays développés, disons, ou dans le nord global. Chez nous, en Afrique notamment, il est essentiel que les gens puissent faire de l'agriculture pour subvenir à leurs propres besoins, pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour pouvoir payer les frais d'écolage, par exemple. Donc c'est du concret à petite échelle, et c'est des gens pour qui la perte d'un cheptel à cause d'une maladie, c'est un désastre absolu dont ils ont beaucoup de mal à se remettre. C'est vraiment très important de voir que, alors que avec justesse, il y a beaucoup de discours qui disent il faut qu'on mange moins de viande, dans les pays occidentaux notamment. Ça, c'est tout à fait justifié. Mais chez nous, il s'agit de pouvoir donner le minimum vital à des enfants, par exemple, en termes de protéines. Vous savez que dans les 1000 premiers jours de la croissance d'un enfant sont des moments absolument essentiels pendant lesquels, si l'enfant n'a pas accès à un minimum de protéines, y compris de protéines d'origine animale, eh bien l'enfant va présenter des problèmes de développement qui seront irréversibles. Donc il y avait par exemple une campagne très forte qui s'appelait One Egg a Day, qui était promue par les organismes des Nations Unies, qui consistait à dire, ben voilà, si un enfant a accès ne serait-ce qu'à un œuf
par jour, les protéines animales contenues dans un œuf par jour, eh bien, ça change complètement sa vie et ses perspectives en matière de développement et puis finalement d'accès à l'éducation, etc. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir accès à l'école, mais il s'agit aussi de pouvoir écouter, comprendre, apprendre sans avoir le ventre vide, tout simplement. Donc voilà un peu le schéma des bénéficiaires, si on veut, de nos recherches. Ce sont vraiment les producteurs, les petits producteurs des pays du Sud, et nous faisons de l'agriculture, nous faisons de la recherche, pardon, non for profit. Ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour faire du profit. À but non lucratif. À but non lucratif, pardon. Et donc tout ce que nous faisons, nous en faisons bénéficier dès que les recherches et les innovations sont abouties. Nous en faisons bénéficier le plus grand monde à travers des réseaux. Dans le sud, pour le Sud et le Nord également. Pour le Sud et surtout pour le Nord également, mais c'est évidemment notre cible, ce sont les producteurs du Sud. Après, on va voir qu'on se trouve dans un moment où, avec la crise climatique, le changement climatique, on va peut-être avoir besoin de diversifier le panier habituel d'aliments, y compris pour les gens du Nord. Aujourd'hui, par exemple, si on prend blé, maïs et riz, c'est la plus grande proportion dans le panier alimentaire, c'est les céréales les plus importantes. De plus en plus, on a des zones dans lesquelles la culture intensive, telle que pratiquée dans les pays développés, devient insoutenable parce que trop consommatrice d'eau, parce que non adaptée au nouveau climat, etc. Et donc, il est important pour la planète tout entière qu'on trouve d'autres sources de nutriments. Et donc, nous, on aide aussi les producteurs locaux à développer des céréales, des légumes qui aujourd'hui servent de moyens de subsistance en Afrique à petite échelle, mais qui pourraient être développés bien plus et faire en sorte que il y ait d'autres choses que les avocats, par exemple, ou le quinoa, qui sont à la mode en Europe notamment, d'autres céréales, d'autres légumes qui puissent venir diversifier le panier alimentaire, tout en nous permettant de rester dans les objectifs de limitation du réchauffement planétaire, avec des systèmes de culture qui sont moins consommateurs en eau, qui ont des plantes plus résilientes à l'extrême sécheresse, l'extrême chaleur, mais aussi aux inondations, parce que le changement climatique apporte ces dérèglements, des pluies très intenses, des inondations et puis des périodes de sécheresse longues. Donc nous travaillons aussi à essayer de voir dans quelle mesure certaines espèces, notamment de fourrage ou de céréales pour la consommation humaine, peuvent se développer correctement avec des périodes où on n'a pas de pluie pendant 6 mois, voire plus, et c'est catastrophique chez nous. Et j'habite au Kenya, donc je suis en première ligne pour constater ces dérèglements. Et je termine en disant que mon institut a un siège principal à Nairobi, mais un autre à Addis Abeba, juste à côté en Éthiopie, avec des climats un peu différents, etc. Alors, en vous écoutant, je me dis que quelque part, vous avez la possibilité, en partant de cette agriculture de subsistance qui prédomine en Afrique, à moyen et long terme, d'éviter le dilemme que l'Europe doit affronter aujourd'hui avec ses agriculteurs qui ont besoin de subsister eux aussi, mais qui sont pris dans une agriculture intensive. Et même si la PAC, c'est, je crois, un tiers du budget européen, ça ne suffit pas. On demande qu'ils s'adaptent aux normes, aux nouvelles normes du Pacte vert. Et puis d'un autre côté, ils ont été pris dans l'engrenage de l'agriculture intensive. Est-ce que quelque part, vous voulez éviter ce dilemme-là, et vu la situation à partir de laquelle vous partez, vous avez certainement plus de chances d'y arriver, mais comment vous, si vous vous projetez, vous voyez cette agriculture africaine diversifiée, c'est ce que vous dites, mais comment l'intégrer dans un marché mondial qui, pour l'instant, est toujours prédominé par l'agriculture intensive ?
Oui, c'est une très bonne question. Alors, bon, déjà, il faut voir que le marché mondial, la part des consommateurs sur ce marché mondial, elle va augmenter d'abord en provenance d'Afrique et d'Asie. Donc, finalement, le message à grande échelle qui est à donner dans les pays développés, pays du Nord global, eh bien, c'est de consommer moins de viande, de moins gâcher de nourriture, etc. Donc, nous essayons de faire en sorte que l'agriculture en Afrique, en Asie notamment, soit plus productive, mais ce sera d'abord et avant tout au bénéfice des populations qui viennent elles-mêmes du Sud global. Bon, en Europe, vous voyez que le modèle ultra-productiviste, il est décrié. Les gens prennent conscience du fait que produire à grand renfort d'engrais, à grand renfort d'antibiotiques pour nos animaux, ça n'est pas soutenable et ça induit des problèmes de dépendance du secteur agroalimentaire envers, par exemple, le secteur de production des intrants. Et on le voit, par exemple, avec le conflit en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, on voit que ça a des impacts sur les chaînes de valeur, sur les économies de nos pays occidentaux. Et puis, nous, en Afrique, on est déjà, enfin, je dis nous en Afrique, l'Afrique et l'Asie, elle est déjà prête à embrasser ce modèle d'agriculture plus locale, de circuits courts, de production organique ou bio, parce que c'est déjà ce qui se fait en Afrique depuis toujours. Les gens n'ont pas forcément les moyens de s'acheter en grande quantité des engrais, et pas non plus des antibiotiques pour les animaux. Donc on a des espèces, si on prend les espèces bovines par exemple, on a des espèces qui naturellement en Afrique produisent moins de lait, produisent moins de muscles, donc de viande, mais elles sont beaucoup plus résistantes aux maladies, elles sont beaucoup plus résistantes au manque d'eau, et elles sont beaucoup plus résistantes à une amplitude thermique entre le jour et la nuit qui est très forte, etc. C'est des espèces beaucoup plus robustes qui sont déjà présentes. Donc moi, je pense que finalement, l'agriculture dans les pays du Nord global, le modèle d'agriculture va finalement se rapprocher d'un modèle qui est déjà celui du Sud, où les unités de production sont plus petites et où les cultures sont plus bio et avec des circuits courts, etc. On parlait de la PAC. La PAC, c'est un luxe qu'on a en Europe. Les pays africains, je parle de l'Afrique parce que c'est un continent que je connais bien mieux que le reste du monde, on pourra en reparler, mais les pays africains dépensent peu en subvention à leur système d'agriculture. Malheureusement, ce sont des pays avec un PIB très faible, donc les agriculteurs africains n'ont pas le luxe des agriculteurs européens de toucher des subventions très importantes de la part de la politique agricole commune. Donc de toutes les façons, on n'est pas prêt de voir demain un système d'agriculture intensive subventionné à l'échelle continentale en Afrique. Et au niveau des autorités africaines, alors on parle de l'Afrique, chaque pays africain est différent évidemment, mais vous sentez qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils comprennent que l'agriculture écologique, c'est le chemin à prendre? Bah oui. Déjà au Kenya, par exemple. L'agriculture écologique, elle est en quelque sorte déjà ce qu'il faut le bond qu'on doit faire, c'est un bond de productivité tout en restant à l'écoute de la nature, tout en restant avec une agriculture qui produit de manière diverse, etc. Donc là où on peut aider l'agriculture en Afrique, en Asie, c'est vraiment la protection des animaux par rapport aux maladies, mais pas forcément à coup d'antibiotiques, et on pourra y venir. Il y a plusieurs méthodes entre guillemets bio pour contrôler les maladies. Et puis augmentation du rendement, donc par exemple on travaille sur des croisements d'espèces bovines entre des espèces très productives mais relativement fragiles en fait en termes de susceptibilité aux maladies et puis aux conditions climatiques, et puis des espèces qui sont plus robustes, des espèces locales, africaines, asiatiques, qui sont plus robustes mais qui naturellement ont un rendement plus faible. Voilà. Par rapport à ces sujets-là, comment vous vous positionnez quant à la manipulation génétique
des espèces pour précisément qu'elles soient plus résistantes? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai une double casquette en quelque sorte, puisque je suis scientifique et puis je travaille dans un organisme international de recherche pour l'agriculture. Et puis aussi, je suis un citoyen et un citoyen engagé. Je suis membre du parti Europe Écologie Les Verts, nouvellement les écologistes en France. Nous reconnaissons, et à ces deux titres-là, je tiens le même discours, hein, nous reconnaissons l'importance de la science et nous reconnaissons en fait que depuis la nuit des temps, en agriculture, on fait des croisements. On fait des croisements pour obtenir des espèces qui ont un meilleur rendement, qui correspondent mieux à l'écosystème dans lequel on veut que ces espèces produisent. Et donc, voilà, il y a une part tout à fait naturelle dans la sélection orientée par l'homme. Voilà. Et alors aujourd'hui, on a des techniques qui permettent d'accélérer cette sélection orientée par l'homme. On a des techniques de speed breeding qui nous permettent d'accélérer la croissance en milieu très contrôlé, la croissance de plantes, pour pouvoir voir, une fois qu'on a fait un croisement, voir les effets sur les 2 générations issues de ce croisement de graines, de semences, pour pouvoir voir ça beaucoup plus rapidement. Et puis on a maintenant des manipulations génétiques un peu plus avancées qui sont disponibles, par lesquelles on peut essayer de couper des bouts de gènes d'une espèce pour les introduire dans une autre espèce proche et voir ce qui se passe. Alors, il faut évidemment, à chaque fois qu'on fait de la science, et c'est la démarche qu'on a à chaque fois qu'on fait de la science, il faut faire attention aux effets secondaires, contrôler, regarder c'est la question que j'allais vous poser, etc. Parce qu'à moyen long terme, effectivement, on peut se poser la question de l'effet de ces manipulations sur l'environnement global. Ça, on peut pas le prédire. Alors ça, les effets sur l'environnement, ils sont assez... Toute la chaîne, je dirais, d'alimentation et de reproduction d'autres espèces. Alors, je pense qu'on en fait beaucoup. Je pense qu'on en fait beaucoup, et le camp alarmiste en fait beaucoup pour propager parfois de fausses informations. Je ne voulais pas me faire l'avocat du diable, mais voilà. Mais par exemple, ce qu'on étudie, pour prendre un exemple très concret, on a des animaux, on parle de ruminants, les bovins, etc., qui font usage pour leur alimentation de foin, d'herbes coupées, etc. Les tiges, c'est-à-dire une fois qu'on a récolté l'herbe coupée, les tiges, ce qui est plus proche du sol, c'est un matériau, notamment lorsqu'il sèche, qui est plus fibreux, qui est plus difficile à digérer. Alors, nous aimerions bien, tout le monde aimerait bien, que nos animaux domestiques puissent faire un usage meilleur de ces tissus très fibreux, pour les digérer, et puis pour mieux, pour simplement moins gâcher, et pour faire un usage meilleur de ce qu'on cultive, du fourrage. Les zèbres, qui sont très présents dans ma région d'Afrique, les zèbres, eux, savent digérer ces résidus très fibreux de tiges, de maïs, de blé, de tout ce que vous voulez. Et par exemple, c'est intéressant pour nous scientifiques d'étudier quels sont les mécanismes du métabolisme d'un zèbre qui lui permettent de mieux digérer ces résidus, ce qu'on considère actuellement comme des résidus. Et bien ça, si un jour on arrive à comprendre quels sont les mécanismes chez le zèbre qui permettent ça, on pourrait éventuellement essayer de voir dans quelle mesure on pourrait en faire bénéficier des animaux domestiques, à commencer par le cheval qui est plus proche du zèbre, etc. Donc, il y a plein d'aspects qui sont déjà qu'on peut percevoir et positifs, c'est ce que vous voulez dire. Il y a des aspects tout à fait positifs, et après, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le reste du système vivant? Ça, c'est des choses à étudier, mais bon, il y a des chances pour choses qui ont un impact. Alors, les choses qui ont un impact très fort sur le vivant alentour, c'est les antibiotiques. Et nous travaillons pour réduire la consommation d'antibiotiques. En Europe, l'agriculture subventionnée, avec des espèces qui produisent énormément, qui sont comme des Ferrari
rallye ou des voitures de course, des bolides de course, en même temps, le bolide, il est très fragile. C'est pas un truc fait pour prendre des chocs. Et bien, de la même façon, pour les animaux. Donc, on est obligé, pour l'agriculture de type productiviste qu'on a en Europe, de médiquer, disons, nos animaux avec des antibiotiques. Et ces antibiotiques-là, eux, se retrouvent dans le fesses, dans les selles des animaux et vont dans l'environnement, polluent les nappes phréatiques, etc. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on augmente comme ça la résistance aux antibiotiques. De la même manière que quand on vous prescrit un régime d'antibiotiques, on vous dit il faut faire bien attention à les prendre jusqu'à la fin, etc. de manière à ne pas laisser échapper des souches bactériennes qui seraient résistantes à ces antibiotiques et qui ensuite vont contaminer d'autres espèces et faire en sorte que l'antibiotique qu'on utilisait il y a 10 ans, aujourd'hui, il n'est plus utile parce qu'il n'est plus effectif. Alors, Jean-Baptiste Domelevo-Elfeldner, je vous propose de laisser de côté un petit peu le monde agricole et d'aller, j'allais dire, un peu au-delà. Je ne sais pas si c'est au-delà, mais j'aimerais avoir votre regard, allez, disons presque philosophique sur l'Afrique et les pays du Nord. Vous faites des allers-retours souvent, vous êtes basé à Nairobi, au Kenya. Parfois, est-ce que vous vous dites que l'Afrique pourrait enseigner des choses au monde très industrialisé, et quelles choses? Oui, bien évidemment, il me semble qu'on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, des pays du Sud global en général. Disons qu'en Europe, nous avons le confort d'utiliser des solutions technologiques ultra complexes, onéreuses, qui ont été développées après des décennies d'innovation, qui sont très utiles, mais on est dans un système où nous sommes dépendants à une technologie avancée. L'Afrique peut nous enseigner à faire plus avec moins, c'est-à-dire à utiliser des systèmes très simples et à en faire le meilleur usage possible. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, en Afrique, alors on va arrêter de dire en Afrique, on va parler des pays spécifiquement, mais au Kenya, par exemple, le plus gros opérateur de téléphonie mobile, qui s'appelle Safaricom, pour ne pas le nommer, ce plus gros opérateur de téléphonie mobile, il fait la majorité de son chiffre d'affaires en tant qu'institution de services bancaires. C'est-à-dire que ça, c'est inconnu chez nous. Un opérateur de téléphonie mobile devient une banque aussi et fait plus de chiffre d'affaires en tant que banque qu'en tant qu'opérateur de téléphonie mobile. Téléphonie mobile, fibre optique, etc., triple play, etc. Pourquoi ça? Parce que Safaricom a été le premier à développer un concept très simple de portefeuille mobile, qui fonctionne non pas sur des téléphones très compliqués utilisant Android, iOS ou quoi que ce soit, sur la norme GSM qui date des années 80-90, la norme GSM très simple. Et les gens, enfin au Kenya, j'ai pas besoin d'avoir mon portefeuille avec moi, puisque dès lors que j'ai mon téléphone, je peux payer tout le monde, et ça va d'une entreprise qui a pignon sur rue à Nairobi qui vend des objets très évolués, très chers. Je peux payer avec mon téléphone avec M-Pesa, Mobile Money, et je peux payer aussi la commerçante du coin qui vend des légumes à qui je vais payer seulement une vingtaine de shillings, c'est la monnaie locale, pour acheter quelques légumes. Parce qu'il y a ce système très simple sur GSM, on n'a pas besoin d'avoir de la couverture 4G, 5G, etc. Et voilà. Autre technologie, deux petits exemples qui appartiennent à nouveau au monde de l'agriculture. On fait du biocontrôle. Plutôt que de mettre des pesticides sur un champ, on va utiliser une technologie, par exemple push-pull, qui a été développée à Nairobi. Donc push-pull, ça veut dire attraction-répulsion, qui a été développée par des collègues à l'ICP, un centre pour l'étude de la physiologie des insectes. Et ça consiste à dire, bon, vous avez un champ, il y a des pathogènes qui viennent, des vers qui vont manger l'intérieur de la tige de maïs, par exemple, ou autre. On va avoir un ensemble d'espèces végétales, locales, qu'on va utiliser, certaines étant connues pour attirer ces insectes prédateurs, et puis d'autres étant connues comme étant des répulsifs parce qu'elles dégagent des substances chimiques qui font que les prédateurs ne viennent pas s'approcher de ça. Et donc on va avoir un champ, on va faire
faire de l'intercropping, c'est-à-dire qu'on va faire une culture mixte avec votre maïs, et puis juste à côté d'un rang de maïs, on va mettre un rang de l'espèce qui repousse les insectes, puis un rang de maïs, puis un rang de l'espèce qui repousse les insectes, et autour du champ, on va mettre l'espèce qui attire les insectes. Et donc, comme ça, on a fait des tests, on voit que le champ avec cette technologie push-pull, avec des espèces répulsives et des espèces attractives bien ordonnées comme ça, comme je viens de le décrire, par rapport au champ qui a juste le maïs tout seul, le champ qui a le maïs tout seul, le maïs se fait dévorer par ces insectes, et puis le champ qui est en technologie push-pull, voilà, il a un très bon rendement. Et donc là, on utilise vraiment des choses tout à fait biologiques, c'est du contrôle biologique, on utilise des espèces qui sont présentes, qui sont là, qui sont connues des gens, pour... beaucoup d'ingéniosité. Voilà, pour faire beaucoup d'ingéniosité. Et plus généralement, je vais voir si je vais arriver à vous attirer vers ce terrain-là, dans le parti des écologistes auquel vous appartenez, merci. Il y a ce courant, en tout cas je ne sais pas si vous le sentez en Afrique, mais fort d'essayer de vivre autrement. Alors on parle beaucoup du concept de sobriété qui est peut-être un peu trop moralisateur, mais enfin bon, une certaine frugalité. Vous, quand vous entendez ça, encore une fois, en habitant en Afrique, et à quoi cela vous fait penser? Vous dites effectivement, et espérons que les Africains vont réussir, ils ont déjà ça en eux quelque part, enfin je ne sais pas, peut-être que je m'avance, et il faut réussir à le cultiver quand ici, en Europe et ailleurs, dans le monde très développé, eh bien on essaie non pas de faire machine arrière, mais de proposer justement une autre façon de vivre, mais ça devient, c'est quand même très compliqué. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire et comment vous vous situez? Alors, la frugalité, moi, j'en suis un ardent défenseur. Je pense que le monde ne peut pas continuer de tourner sur le modèle productiviste, consumériste du capitalisme mondial tel qu'il existe aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des limites planétaires à ce modèle-là qui font qu'on ne peut tout simplement pas continuer à vivre, notamment si l'on veut essayer de réduire les inégalités de revenus. On ne peut tout simplement pas continuer à vivre avec, comme seule et unique boussole, ce modèle productiviste consumériste. Alors en Afrique, la frugalité, c'est naturel. Les circuits courts, par exemple, pour ce qui est des circuits entre le producteur et le consommateur, c'est naturel. Pourquoi? Parce que les infrastructures de transport ne sont pas les mêmes que celles qu'on connaît ici. Donc, simplement, vous ne faites pas voyager votre maïs sur des dizaines de milliers de kilomètres pour le consommer. C'est produit local, consommé local. Donc, mais est-ce qu'il y a, excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce qu'il y a cette prise de conscience que c'est juste une question, c'est pas une assertion, mais est-ce qu'elle peut permettre de vivre mieux, de vivre éventuellement plus heureux? Est-ce que c'est simplement les circonstances qui font qu'il y a cette frugalité-là, ou alors est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience qui amènerait donc effectivement à cultiver cette façon de vivre? Bon, c'est un peu compliqué de répondre de manière générique et unique à cette question, parce que dans toutes les sociétés, on voit que les sociétés qui ont été privées d'un certain nombre de choses, lorsque des membres de ces sociétés-là accèdent à un certain niveau de richesse, eh bien, c'est humain. On est très content de consommer, d'avoir la dernière voiture de luxe, etc., etc. Et ça arrive ici en Roumanie, ça arrive au Kenya ou n'importe où ailleurs. Donc il y a effectivement une partie de la population qui est une partie qui accepte que se développe en elle l'égoïsme consumériste, qui continue de se lancer dans le modèle de consommation de biens matériels à outrance. Mais il y a une grande partie de la population, je pense, qui comprend que à la fois il est désirable d'avoir un meilleur statut socio-économique, ne serait-ce que pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Je reprends vraiment ce thème de l'éducation qui est fondamental.
Mais en même temps, on veut vivre en bonne santé, en même temps, on ne veut pas vivre dans un environnement pollué par les voitures, etc. Donc, je ne sais pas exactement comment va évoluer le continent africain dans les 30 prochaines années, bien entendu, bien malin qui pourrait dire comment les choses vont se passer avec précision, mais inévitablement, notamment avec la croissance démographique qu'on a dans certains pays d'Afrique, je pense à l'Éthiopie, à l'Égypte, au Nigeria, les gros pays d'Afrique en termes de population, il va falloir, si on veut éviter d'avoir plus de guerres civiles, plus de conflits internationaux, il va falloir qu'on en arrive à comprendre qu'on doit vivre les uns avec les autres, en harmonie avec la nature, avec des circuits courts, et vivre bien, vivre bio, diminuer la consommation d'intrants, donc de pesticides, d'antibiotiques, etc. Je pense qu'il y a une forme de prise de conscience définitivement en Afrique notamment, qui est aidée par des gens qui, peut-être comme moi, ont la connaissance à la fois du confort matériel qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis, et puis qui vivent sur place et qui comprennent les enjeux un peu à long terme. À Nairobi, on a la chance d'avoir des organisations internationales, dont le bureau principal de UNEP, United Nations Environment Programme, donc le programme pour l'environnement des Nations Unies. Et je pense qu'au niveau des instances internationales, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lui-même prend souvent la parole pour dire attention, le changement climatique, c'est quelque chose de grave, de sérieux et d'avéré. Et donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour faire dévier d'une manière globale, mondiale, dévier la route qu'empruntent nos systèmes sociaux de production et de consommation vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement. Chez nous, au Kenya, on a Wangari Maathai qui s'est battu pendant longtemps pour que on ait accès à la biodiversité. Là, vous faites référence à qui? Wangari Maathai, c'était une combattante des droits des populations locales et de la nature, qui s'est battue pour la préservation de plusieurs forêts en Afrique, et notamment, on en a une au cœur même de Nairobi, qui fait la joie de ceux qui peuvent y accéder parce qu'ils habitent alentour. Voilà, on a vraiment un parc, un poumon vert dans Nairobi, et c'est en partie grâce à des gens qui, comme Wangari Maathai, ont su très tôt l'intérêt de la protection de la nature. Parlez-nous un petit peu de votre engagement. Vous êtes un élu des Français de l'étranger depuis 2021. C'est ça. Pourquoi ? Alors en 2021, c'était après. Enfin, je me suis engagé à Europe Écologie Les Verts après les élections de 2019, des municipales, il me semble, ou c'était les européennes de 2019. Bon, j'ai toujours eu conscience que la politique, au sens propre et noble, c'est-à-dire l'intérêt pour la façon dont on fonctionne, dont on vit en société, la politique peut aider à changer les choses. Donc, dans ma jeunesse, j'ai fait mes classes au sein d'un parti trotskiste, lutte ouvrière. Et puis ensuite, j'ai vécu 5 ans en Afrique du Sud, où je me suis maintenu à distance de la communauté française. Parce que je pensais que tout simplement, bon, les gens qui sont expatriés, notamment en Afrique du Sud, qui est un pays qui connaît une forme de croissance économique assez importante, que les expatriés n'ont pas besoin d'élus représentatifs, etc. Et puis ma perspective a un peu changé lorsque je suis arrivé au Kenya en 2017, et donc il y a eu des élections consulaires par lesquelles les Françaises et les Français de l'étranger peuvent élire leurs représentants directs, et j'ai participé à ces élections en 2021 pour être élu conseiller des Français de l'étranger pour les pays de l'Afrique de l'Est, donc le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Pour moi, l'engagement politique citoyen, ça a toujours été important. Je pense qu'on peut faire changer les mentalités et faire changer les choses aussi lorsqu'on montre que on peut prendre à cœur le service de ses concitoyennes et de ses concitoyens, et un service direct, local, de proximité, mais s'inscrivant dans la perspective de faire changer les choses au niveau le plus large possible.
Mhm. Dernière question. Vous m'avez confié avant de commencer cet entretien que vous alliez bientôt partir à Brașov pour la Pâque orthodoxe. Quel est votre rapport avec la Roumanie? Vous êtes donc marié avec une femme roumaine. Comment vous, depuis Nairobi ou pas depuis Nairobi, de façon dans l'absolu, quel est votre rapport avec ce pays et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis très heureux d'être marié avec la femme qui m'a accepté. Je suis très heureux d'avoir ce contact avec l'Europe de l'Est. J'aime beaucoup la Roumanie. Vous venez ici une fois par an? Assez régulièrement, peut-être pas une fois par an, une fois tous les 2 ans. Parfois, c'est mon beau-père qui vient nous rendre visite à Nairobi. Bon, on est une famille sur plusieurs continents, c'est un peu compliqué. Nous nous sommes rencontrés en Afrique du Sud, donc parfois lorsqu'on voyage, on veut aller en Afrique du Sud. J'ai de la famille en France, et puis bien sûr de la famille en Roumanie. Donc, et j'ai la conscience du fait qu'il faut qu'on arrive à diminuer nos déplacements en avion. Donc voilà, il y a toujours un choix à faire. Est-ce qu'on vient en Roumanie, est-ce qu'on vient en France ou est-ce qu'on reste au Kenya? On essaye de limiter quand même nos déplacements. On vient de temps en temps ici, donc Brașov, la Transylvanie. Moi, je trouve que la Roumanie, c'est un pays qui est vraiment magnifique, qui a la chance d'avoir conservé des zones, notamment des zones de forêt primaires, qui sont pas touchées par l'homme. C'est une chance absolue pour la Roumanie. Espérons que ça va durer. Parce qu'il y a quand même de gros problèmes de déforestation illégale, hein, comme vous le dites, qui perdurent en Roumanie. C'est vrai. Ça, c'est malheureux. Bon, la Roumanie a aussi plusieurs cultures. Une culture romaine, une culture d'Europe centrale. C'est le carrefour avec l'Europe slave aussi. Donc c'est un pays très intéressant culturellement. Et moi, j'encourage tous ceux qui peuvent, y compris ceux qui nous écoutent en France, à venir en Roumanie pour les vacances, pour bénéficier d'un pays qui a gardé encore beaucoup d'aspects très naturels, originaux et qui a plusieurs cultures à préserver. C'est une chance inouïe pour ce pays. Très bien, Gianbacca Domelevo-Elfelder, merci beaucoup d'avoir été avec nous au micro du soir et surtout n'hésitez pas la prochaine fois que vous venez en Roumanie pour votre prochain déplacement à nous le dire, on fera le point hein, après ce premier échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, merci, cu plăcere. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Foarte bine. Vă mulțumesc. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très belle Pâque orthodoxe et on se retrouve, je n'ai pas la date en tête, mais on se retrouve très bientôt. Si vous prenez la route, encore une fois, petit message de sécurité routière, vous savez que j'y tiens, faites très attention et voilà. À très bientôt. Au revoir.